bonsoir. Et bonsoir à vous tous qui nous retrouvez en ce dimanche soir, installés chez vous, au bout d'un long week-end qui s'achève. À cette heure, dans des milliers de foyers, de Kinshasa à Lubumbashi, on baisse un peu le volume des conversations pour écouter ce que la semaine a vraiment voulu nous dire. Et une question revient sur toutes les lèvres. Celle de cette constitution sur laquelle l'Église du Christ au Congo est appelée à éclairer la nation. Je vous salue où que vous soyez, avec la chaleur de ceux qui ont traversé ensemble une semaine entière. À notre diaspora de Bruxelles, de Toronto et de Johannesburg, vous qui suivez le pays heure par heure depuis vos villes lointaines. Soyez avec nous ce soir comme si vous étiez assis dans le salon familial. Votre veille compte autant que notre présence ici. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Nous n'allons pas seulement vous raconter aujourd'hui. Nous allons remonter ensemble les 7 jours qui viennent de passer, parce qu'ils forment, mis bout à bout, une seule histoire. Celle d'une nation qui, du lundi au samedi, a cherché à savoir qui tient vraiment sa main, qui décide en son nom, qui paie pour ses choix. Avant ce retour sur la semaine, nous prenons d'abord le pouls de ce dimanche, des partis qui se positionnent, un État qui aligne ses chantiers, un Est qui ne souffle jamais vraiment. Puis Timberly vous emmènera dans la mémoire des 7 derniers jours. Et la première question de la soirée, la voici. Quand un pays passe sa semaine à se demander qui tient le stylo, est-ce encore lui qui écrit son histoire? Charlotte, reste avec nous. Les faits du jour d'abord. Merci Nathalie et bonsoir à toute la nation. Commençons par là où bat le cœur du débat national, la Constitution, parce que ce dimanche encore, les lignes bougent. À Mbandaka, dans l'Équateur, le secrétaire général du parti Nouvel Élan, Maître Blanchard Mongomba, a soutenu samedi en meeting le changement de la loi fondamentale, qualifiant le texte actuel d'œuvre de belligérant taillé sur un modèle occidental. À Kindu, dans le Maniema, le parti Alternative pour le Congo, par la voix de Maître Michel Omba, affirme qu'une constitution n'est pas un texte figé et peut être révisé quand les circonstances l'exigent. Et à Chikapa, au Kasaï, le maire Faustin Lumoluabo est allé plus loin, en demandant aux confessions religieuses de descendre vers leurs fidèles pour soutenir la révision et le référendum à venir. 3 provinces, 3 voix qui convergent vers le même oui. Mais ce même week-end, depuis Butembo-Beni, une autre voix s'élève à contre-courant, celle de Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, évêque catholique d'un diocèse meurtri, qui prévient que ce n'est ni le changement de la Constitution qui arrêtera les massacres, ni le référendum qui améliorera les conditions de vie. Pendant que les uns mobilisent pour le texte, l'autre demande qu'on regarde d'abord les morts. Quand l'enthousiasme des partis se heurte à la douleur d'un évêque qui enterre ses fidèles, la nation est sommée de choisir ce qui passe en premier. Et de cette tension entre les ambitions politiques et les besoins réels, glissons vers ce que l'État, lui, a posé comme acte concret cette fin de semaine. À Kinshasa, vendredi 5 juin, l'Assemblée nationale a adopté, sous la conduite de son président Aimé Bodji, le projet de loi sur les marchés boursiers. Par 347 voix, sans abstention ni vote contre. Un texte désormais transmis au Sénat pour seconde lecture et destiné à doter le pays d'une bourse des valeurs et d'une bourse des marchandises. Au Haut-Katanga, le gouverneur Martin Kazembe Choulin a présenté samedi à Lubumbashi plus de 200 engins acquis sur fonds propres pour la construction et la réhabilitation des routes. Une première dans l'histoire de la province, selon les autorités provinciales, destinée à relier les zones rurales aux centres urbains et à soutenir l'agriculture. Et au Congo central, à Kinzalandi, le ministre d'État à l'agriculture, Mohindo Nzangi Butondo, a lancé le 5 juin les travaux de la première unité de montage de tracteurs du pays, avec plus de 2000 emplois attendus et une demande nationale estimée à plus de 5000 tracteurs par an. Une bourse pour capter les capitaux, des engins pour ouvrir les routes, une usine pour produire chez soi. 3 gestes qui dessinent un État qui cherche enfin à tenir ses propres outils, à condition que l'intention d'aujourd'hui devienne le rendement de demain. De ces chantiers de la capitale, descendons maintenant vers l'Est, là où la nation se mesure à des urgences qui ne lui laissent aucun répit.
Dans le Haut-Uélé, l'armée congolaise a interdit à la population, par un communiqué de la 3e zone de défense, signé du major Nestor Mavoudiza, de fréquenter l'axe Isiro-Mumbere, le temps d'opération de ratissage en profondeur contre les terroristes ADF, MTM, ISCAP dans le territoire de Watsa. Toujours dans le Haut-Uélé, à Niangara, le Conseil territorial de la jeunesse a exigé l'arrêt immédiat des exploitations minières chinoises dépourvues de cahier des charges. L'administrateur Bob Manzoko Mukomolo dénonçant 7 à 8 mois d'exploitation et de pollution, et l'Assemblée évoquant 4 jeunes tabassés dans une base chinoise, évacués depuis à Isiro pour des soins. Et sur ce même territoire, l'autorité a saisi l'occasion pour sensibiliser la population contre le virus Ebola, rappelant que la maladie n'a pas quitté la région. Une route fermée pour traquer l'ennemi, des minerais que l'on extrait sans contrat, un virus qui rôde encore. Dans le Haut-Uélé de ce dimanche, c'est toute la vulnérabilité de l'Est qui tient en un seul territoire. La nation y avance sur 3 fronts à la fois, et aucun ne lui laisse le loisir de baisser la garde. Et si l'Est nous montre une nation qui défend sa survie, d'autres voix, ce week-end, ont posé une question plus lointaine, celle des valeurs et des institutions sur lesquelles le pays veut se construire. Cela commence par l'école. À Kinshasa, le député national, Célestin Moussao Kalombo Mbuyu, élu de Kabongo dans le Haut-Lomami, a annoncé samedi le dépôt prochain d'une proposition de loi pour intégrer des cours d'éducation à la paix dans la loi cadre de l'enseignement national, avant la fin de la session, estimant qu'il manque dans nos écoles les outils concrets pour consolider la paix dans l'esprit des élèves. Dans un pays où l'Est s'embrase, apprendre la paix dès le banc de l'école n'est pas un détail pédagogique. C'est un pari sur la génération qui héritera de ces guerres. Reste à savoir si une loi suffit à enseigner ce que les armes désapprennent chaque jour. De l'avenir des enfants, passons à l'architecture même de l'État. Le Parti bizoïte national pour un Congo fort et prospère, membre de l'Union sacrée, par la voix de Jules Kabasubabou, a proposé samedi à Kinshasa de supprimer le Sénat et le poste de Premier ministre au profit d'une chambre unique et d'un poste de vice-président, en avançant la réduction du train de vie des institutions 20 ans après la promulgation de la Constitution. Derrière l'argument de l'économie, c'est toute la répartition des pouvoirs qui serait redessinée. Et nos concitoyens ont le droit de se demander qui gagnerait et qui perdrait à voir disparaître une chambre entière du Parlement. Et de la souveraineté institutionnelle, glissons vers une autre, plus intime, celle de la santé. À la 4e conférence interparlementaire africaine d'Accra, du 3 au 6 juin, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Clotilde Moutita, représentant le président Aimé Bodji, a placé la souveraineté sanitaire au cœur de son plaidoyer, rappelant les sacrifices de la RDC face au COVID-19 et à l'épidémie d'Ebola en cours, et appelant le continent à ne laisser aucune nation seule face aux urgences sanitaires. Le mot est juste, mais il engage, car une nation qui réclame la solidarité du continent doit d'abord démontrer qu'elle finance, elle-même, la santé des siens. L'appel lancé à Accra ne vaudra que s'il se traduit demain en ligne budgétaire à Kinshasa. Et puisque tout ce dimanche ramène à la Constitution, terminons par la bataille des mots et des mémoires qu'elle déchaîne au sein même de la classe politique. Le débat réveille d'abord les souvenirs. Le député provincial honoraire Mike Mukebai a visé cette fin de semaine Jonas Tchombela, lui rappelant son engagement passé contre le 3e mandat de Joseph Kabila, au sein du Front citoyen et du Comité laïque de coordination entre 2017 et 2018. Ces mobilisations qui avaient coûté la vie à Rossi Mukendi et à Thérèse Kapangala. Hier contre la prolongation du pouvoir, aujourd'hui ouvert aux consultations sur la réforme, le même homme, 2 postures. Dans le camp présidentiel, le député Peter Kazadi a, lui, assumé une ligne claire, affirmant que le mandat du chef de l'État s'achève en 2028, mais que si un référendum sur une nouvelle constitution le lui demandait, Félix Tshisekedi accepterait une nouvelle charge, ce qui ne serait selon lui aucune infraction. Entre ces deux feux,
le mouvement des Congolais nationalistes unifiés, par la voix de Jonathan Kalumba, a réclamé un dialogue national inclusif, estimant que toute réforme touchant l'avenir de la République doit se mener dans un climat de paix et de consensus. Les uns fouillent le passé, les autres préparent l'avenir, et au milieu, une voix réclame qu'on s'assoie d'abord pour se parler. Reste à savoir si, dans un pays aussi divisé, la table du dialogue est encore une option ou déjà une illusion. Voilà ce que ce dimanche a déposé devant nous, Nathalie. Je te rends l'antenne. Merci Charlotte. Des partis qui poussent, un État qui sautille, un Est qui résiste, c'est le pot d'un seul jour. Mais ce jour ne prend tout son sens que si on le replace dans la semaine qui l'a précédé. Et cette semaine, elle raconte quelque chose de plus profond. Kimberly l'a reprise fil par fil pour vous. Kimberly, tu as relu nos 6 éditions, du lundi au samedi. Si tu devais dire à nos auditeurs ce que cette semaine leur a vraiment appris sur leur pays, par où commencerais-tu? Merci Nathalie, et bonsoir à vous tous qui nous avez suivis chaque soir de cette semaine. Je commencerai par une image, celle d'une main, parce que si l'on relit nos 6 dernières éditions d'affilée, c'est cela qu'elle raconte, sans s'être donné le mot. La question de savoir qui tient la main de ce pays, qui signe, qui décide, qui encaisse, qui juge. Et la réponse, cette semaine, a tremblé plus d'une fois. Tout a commencé par une chose invisible, des lignes de code. Nous avons ouvert la semaine sur une correspondance du ministère des Finances, révélant qu'une entreprise sud-africaine retiendrait les logiciels et les codes sources de la plateforme qui contient les données de tous les véhicules du pays. Comprenez bien ce que cela signifie. Chaque plaque, chaque immatriculation, chaque taxe perçue sur un véhicule congolais transite par un système dont la clé technique est détenue ailleurs, hors de nos frontières. L'État réclame ces codes. L'entreprise répond que le contrat lui appartient. Et entre les deux, la nation découvre qu'elle ne possède pas l'outil qu'elle a pourtant payé. L'État paie, mais ne possède pas la clé de ce qu'il paie. Ce n'est pas un incident isolé. C'est un schéma qui se répète à chaque fois que nous confions à un prestataire étranger un fichier souverain sans nous garantir le droit d'en reprendre la main. Et ce qui paraissait n'être qu'un litige technique a posé la première pierre du fil de la semaine. Celui d'une souveraineté qui se loge désormais dans des serveurs que nous ne contrôlons pas. Ce que nous ne maîtrisons pas, un autre le tient à notre place. De cette dépendance numérique, la semaine nous a conduits vers une dépendance plus ancienne, celle de notre sous-sol. Au cœur de la semaine, Olivier Kamitatu a chiffré ce que le cuivre congolais rapporte réellement, et surtout ce qu'il devrait rapporter. Un écart vertigineux entre la richesse extraite de notre terre et la richesse qui revient effectivement à la nation. Un fossé qui se compte en milliards et qui dure depuis des années sans qu'aucun gouvernement n'en ait jamais rendu pleinement compte. Le pays est aujourd'hui le 2e producteur mondial de cuivre et le 1er de cobalt. Et pourtant, les recettes que l'État en tire restent sans commune mesure avec les volumes qui quittent nos frontières chaque mois. Et ce nom, celui de Kamitatu, n'est pas neutre dans le débat du moment, car cet opposant est aussi l'une des voix les plus tranchantes contre le changement de la Constitution. L'homme qui dénonce l'évaporation de notre cuivre est le même qui demande pourquoi l'on s'acharne sur la loi fondamentale, pendant que la richesse fuit. Pour lui, toucher au texte aujourd'hui revient à détourner le regard du véritable hold-up, celui qui se joue dans les comptes miniers et non dans les articles de la Constitution. Le fil se resserre. Souveraineté de nos données, souveraineté de nos métaux, et bientôt, souveraineté de notre territoire lui-même. Car la semaine s'est refermée, samedi, sur l'image la plus nette de toutes. En Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kashama a été remplacé à la tête de la province par le général-major Kasungo Mulumba Batoka Gabi. Une rotation administrative, dit le pouvoir. Mais entre le moment où le chef d'état-major ougandais Muhoozi Kainerugaba a publiquement réclamé cette tête et le moment où elle est tombée, il s'est écoulé 72 jours. 72 jours, c'est court à l'échelle d'une carrière militaire. C'est long à l'échelle d'une exigence venue de l'étranger. Et sur le terrain,
les avis se partagent. Certains habitants saluent un gouverneur qui avait modernisé Bunia, refait la voirie et l'aéroport, ramené un peu de calme dans le territoire d'Irumo. D'autres rappellent que l'objectif premier de l'état de siège, la paix, n'a jamais été atteint, que les groupes armés gardent leurs armes et que des milliers de déplacés vivent toujours hors de chez eux. Mais aucune de ces lectures locales n'efface la question de fond. Lorsqu'un voisin réclame le nom d'un gouverneur et l'obtient, ce n'est pas une province qu'une nation risque de perdre. C'est la main qui tient le stylo de ses propres nominations. Des codes que nous ne lisons pas, un cuivre que nous ne comptons pas, un gouverneur que nous ne choisissons plus tout à fait seuls. Voilà le premier visage de la semaine, celui d'une souveraineté qui se cherche. Mais une nation, ce n'est pas seulement ce qu'elle possède. C'est aussi la façon dont elle se gouverne, dont elle débat, dont elle se juge elle-même. Et de ce côté-là aussi, la semaine a été lourde. Le pays s'est d'abord disputé dans la rue. Au milieu de la semaine, la coalition d'opposition C64 avait appelé à une journée ville morte sur toute l'étendue du territoire, pour dire non au changement de la Constitution. C'était sa toute première action de terrain, le test grandeur nature de sa capacité à mobiliser. Et le lendemain, 2 récits se sont affrontés sur ce qui s'était réellement passé. La C64, par la voix de Deli Sesanga, a revendiqué une réussite éclatante, parlant d'une ville morte transformée en pays mort, remerciant les Congolais de toutes les provinces et annonçant aussitôt un sit-in devant le Palais du Peuple pour le vendredi 12 juin. L'Union sacrée, elle, a ironisé sur un échec de mobilisation, pendant qu'à Kinshasa, des quartiers entiers, à Kintambo Magasin, comme au rond-point Mandela, voyaient les taxis rouler et les marchés ouvrir comme tous les jours. Jonas Chiombela, de la nouvelle société civile, a tranché à sa manière. La seule chose introuvable ce matin-là, disait-il, c'était peut-être la fameuse ville morte. Entre les deux camps, des observateurs plus prudents rappelaient simplement que les images, les vidéos et les témoignages racontaient des réalités différentes selon les villes, fortes à Bukavu ou Butembo, faibles dans la capitale. La vérité de cette journée n'est donc pas dans un camp ou dans l'autre. Elle est dans le fait que chacun a pu y lire ce qu'il voulait y voir. Ce ne fut pas une bataille de rue, ce fut une bataille de récits. Et dans une bataille de récits, ce qui compte, ce n'est pas qui était dehors, c'est qui raconte le mieux ce qui s'est passé. Pour comprendre la mécanique profonde de cette dispute, notre rédaction a mis en ligne cette semaine une analyse que je vous invite à regarder et à partager, portée par notre consoeur Solange, intitulée « La Constitution au banc des accusés ». Et si les juges étaient aussi coupables? Elle pose un chiffre que chaque Congolais devrait avoir en tête. Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique a établi que, depuis 2015, 13 dirigeants africains ont réussi à dépasser la limite de leur mandat, par 2 techniques. La première, frontale, modifier l'article qui gêne, comme l'a fait le Rwanda voisin en 2015, pour ouvrir à Paul Kagame une présidence possible jusqu'en 2034. Ou encore le Congo-Brazzaville, l'Ouganda, le Cameroun. La seconde, plus subtile, ne touche pas à l'article qui gêne. Elle remplace toute la Constitution et déclare que le compteur des mandats repart à 0, puisque le texte est neuf, comme en Côte d'Ivoire en 2016 ou en Guinée en 2020. C'est cette seconde voie, celle de l'horloge remise à 0, qui plane sur notre débat. Et c'est précisément cette mécanique que l'Église du Christ au Congo est appelée à éclairer. Elle qui a auditionné vendredi le professeur André Mbata et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, pour le camp du changement, et Martin Fayulu pour celui du refus. Ce dernier rappelant que la loi fondamentale interdit toute révision en période de guerre ou d'état de siège. Sa position, attendue à la cathédrale du centenaire protestant sous la signature du président national, le révérend André Gédéon Bokundoa, sera scrutée par tout le pays. Nous la recueillerons telle qu'elle aura été prononcée, sans la travestir ni la devancer, parce que sur un sujet d'une telle gravité, la parole de l'Église mérite d'être rapportée mot pour mot et non résumée à la hâte. Et puis, en fin de semaine, la nation a fait quelque chose de rare. Elle s'est jugée elle-même,
au sommet. Devant la haute cour militaire, au nouveau palais de justice de la Gombe, l'ancien chef d'état-major général des armées, le général d'armée Christian Chiwewe Songeza, a comparu aux côtés de 9 autres prévenus, dont le général John Numbi, ancien inspecteur général des FARDC aujourd'hui en fuite, poursuivi pour des faits qui touchent aux plus graves: complot, trahison, désertion à l'étranger, apologie du terrorisme, détention illégale d'armes. Mesurez le moment. Pour la première fois dans l'histoire judiciaire du pays, l'homme qui commandait toute l'armée se retrouve sur le banc des prévenus. Dans un dossier né de l'effondrement du front au début de l'année 2025, avec la chute de Goma en janvier et celle de Bukavu en février. L'audience a été renvoyée au 25 juin, la défense devant soulever des exceptions de procédure. Et à ce jour, rien n'est jugé, rien n'est prouvé. La même semaine, l'Organisation de défense des droits humains, la Voix des sans-voix, a réclamé la réouverture du procès Kebeya et Bazana, 16 ans après l'assassinat du défenseur des droits humains, au nom des réformes de la justice militaire, dans un dossier qui croise lui aussi le nom du général Numbi. Le sommet de l'armée au banc des accusés, un vieux dossier des droits humains qui ressurgit. C'est la souveraineté qui revient par une autre porte, celle d'une justice qui ose enfin se regarder en face. Restait, pour clore ce premier visage, le regard du monde sur nous. Et là, la semaine a livré une leçon. Washington a posé, par la voix du secrétaire d'État Marco Rubio, sa première date butoir publique sur le retrait des troupes rwandaises, fixée à la mi-juillet, formulée aussi comme un délai de 6 semaines, et a annoncé des sanctions contre des commandants des groupes armés. Sur le papier, c'est une fermeté nouvelle. La première fois que Washington met une date sur la table du dossier de l'Est. Mais entre la parole américaine et l'acte américain, l'écart se mesure en semaines, parfois en mois. Une sanction annoncée pèse dans les titres des journaux et dans les communiqués. Une sanction appliquée, elle, se mesure sur le terrain, par un soldat qui recule, par une frontière qui se referme, par un convoi d'armes qui n'arrive plus. Tant que la première ne devient pas la seconde, la grande puissance qui parle laisse la nation seule face à ce qu'elle vit. Le Burundi voisin, allié de Kinshasa, l'a d'ailleurs reconnu cette semaine en appelant la communauté internationale à agir, aveu discret des limites de l'accord de Washington. La parole ferme ne vaut que par l'acte qui la suit. Et c'est cet acte que nos compatriotes de l'Est attendent encore. Voilà le premier visage de la semaine, Nathalie, celui d'une nation qui cherche ce qui lui appartient et la manière de se gouverner. Mais ce que cette parole américaine en attente nous apprend, c'est que le Congo ne décide jamais tout à fait seul. Autour de lui, d'autres puissances avancent leurs pièces. Et c'est ce second visage, celui du monde penché sur notre pays, que Micheline a remonté pour vous dans nos éditions de la semaine. Merci Kimberly. Tu nous laisses sur la bonne main tendue, celle qui mène hors de nos frontières. Car si la semaine a montré une nation qui cherche sa souveraineté chez elle, elle a tout autant montré un pays sur lequel le monde garde la main posée. Micheline a relu pour vous ce que nos journaux ont dit jour après jour de ces puissances qui s'invitent dans notre destin. Micheline, ce second mouvement t'appartient. Merci Nathalie, et bonsoir à toute la nation. Kimberly a parlé d'une main qui tremble. Je vais vous parler des autres mains, celles qui depuis Washington, depuis Pékin, depuis Paris, se posent sur notre pays sans jamais le lâcher. Parce que la semaine que nous venons de vivre ne s'est pas jouée seulement à Kinshasa, à Bunia ou dans nos prétoires. Elle s'est jouée aussi dans des capitales lointaines où l'on décide, pour partie, de ce que sera notre avenir. Et le fil de ces journées, vues d'en haut, raconte une seule chose. Le Congo est devenu un échiquier où 3 grandes puissances avancent leurs pièces et où la nation peine encore à jouer son propre coup. Commençons par la main américaine, la plus visible cette semaine. Tout part d'un texte, l'accord de paix signé le 4 décembre 2025 à Washington, sous l'égide de l'administration Trump, entre Kinshasa et Kigali. Un accord présenté comme un tournant historique, salué à l'époque comme la fin de 3 décennies de guerre. Mais 6 mois plus tard, le constat est cruel. Les combats n'ont jamais vraiment cessé à l'Est. Le M23 soutenu par Kigali poursuit son avancée.
Et c'est pour cela même que le secrétaire d'État Marco Rubio a dû cette semaine poser une date butoir publique sur le retrait des troupes rwandaises. La grande puissance qui a parrainé la paix doit aujourd'hui menacer pour qu'elle s'applique. Et derrière la main diplomatique américaine se cache une autre main, économique celle-là. Au début de l'année, l'administration Trump a lancé le Project Vault, un programme destiné à constituer une réserve stratégique de minerais critiques pour l'industrie américaine. Les États-Unis veulent notre cobalt, notre cuivre, nos terres rares, et ils ont compris qu'ils avaient pris du retard. La paix qu'ils proposent et les minerais qu'ils convoitent se regardent dans le même dossier. Voilà la première main. Mais elle n'est pas seule sur la table, et c'est là que vient la deuxième, la main chinoise, la plus profondément enfoncée dans notre sol. Selon la Chambre des mines du Congo, les investisseurs chinois contrôlent aujourd'hui plus de 70% du secteur minier congolais. Le groupe CMOC exploite les mines géantes de Tenke-Fungurume et de Kisanfu dans le Lualaba. Et la Sicomine, née du contrat dit du siècle, signé en 2008 sous Joseph Kabila, fonctionne sur un troc, nos ressources contre des infrastructures, dans lequel le consortium chinois détient 68% des parts, contre 32% pour la RDC. Cette semaine encore, le secteur minier est resté au cœur de l'action de l'État, avec le lancement par l'Inspection générale des finances d'un vaste audit des revenus miniers, prolongement direct de la grande révision du contrat Sicomine engagé depuis mars, confié à des cabinets internationaux pour vérifier ce que ce partenariat a réellement rapporté à la nation depuis 2008. Et depuis le 1er mai, nos exportations vers la Chine bénéficient d'un accès en franchise de droits de douane. Pékin sécurise nos métaux. Washington tente de les lui disputer. Et entre les deux, c'est notre sous-sol qui sert d'enjeu. La nation marche sur un fil tendu entre deux géants, sommés de choisir un camp dans une guerre commerciale qui n'est pas la sienne. Reste la troisième main, plus discrète, plus ancienne, la main française. Cette semaine, comme les précédentes, la voix d'Emmanuel Macron a continué de résonner dans le dossier de l'Est, appelant au dialogue entre Tshisekedi et Kagame, soutenant les médiations régionales, qu'elles viennent de Luanda, de Lomé ou de Doha. Mais à Kinshasa, cette ligne d'équilibre apparaît de plus en plus difficile à tenir. Beaucoup de nos compatriotes la lisent comme un double discours, des appels au dialogue d'un côté, un refus persistant de sanctionner réellement le Rwanda de l'autre. Paris estimant qu'un durcissement des sanctions radicaliserait Kigali. Et c'est précisément le point commun de ces trois mains, qu'elles viennent de Washington, de Pékin ou de Paris. Toutes parlent beaucoup, toutes promettent, toutes se disent partenaires de la paix et du développement congolais. Mais sur le terrain, à Goma occupé, dans les mines du Lualaba, dans les villages de l'Ituri, nos concitoyens attendent encore que la parole des puissants devienne un acte qui change leur vie. Une grande puissance qui parle et n'agit pas n'est pas un allié, c'est un témoin. Et la nation a moins besoin de témoins que d'actes. Voilà le second visage de la semaine, Nathalie. Un pays riche que le monde entier courtise et qui doit apprendre à n'être la propriété de personne. Je te rends l'antenne. Merci, Micheline. Trois mains posées sur un même pays et une nation qui doit apprendre à tenir, elle, le stylo que Kimberly évoquait tout à l'heure. Des codes de nos véhicules jusqu'aux mines du Lualaba, de la rue de Kinshasa aux capitales du monde. C'est une seule semaine et c'est une seule question. C'est sur elle que je veux vous parler, à vous, directement, avant de nous quitter. À vous qui m'écoutez ce dimanche soir, dans une parcelle de Kinshasa, dans une maison de Bunia, dans un appartement de Bruxelles ou de Toronto. Pas pour vous répéter ce que vous venez d'entendre. Vous l'avez entendu, mais pour vous dire ce que cette semaine, au fond, nous demande à tous. Elle nous demande de regarder en face une chose simple et inconfortable. Notre pays est riche, courtisé, plein de promesses. Et pourtant, trop souvent, ce sont d'autres qui décident pour nous. D'autres qui tiennent nos codes, qui comptent notre cuivre, qui réclament la tête de nos gouverneurs, qui posent des dates butoirs et ne les tiennent pas. Je ne vous dis pas cela pour vous décourager. Je vous le dis parce qu'une nation qui voit clair est une nation qu'on ne manipule plus.
Et au milieu de tout cela, il y a vous, le commerçant qui a ouvert son étal pendant qu'on lui demandait de fermer, le soignant qui tient un centre Ebola dans l'Est pendant que les puissances délibèrent, le jeune de Nyongara qui réclame un cahier des charges avant qu'on ne pille sa terre. C'est vous, la main qui tient vraiment le stylo, pas les capitales lointaines, pas les communiqués, pas les promesses. La pensée de ce soir nous vient d'Aimé Césaire, qui écrivait qu'une civilisation incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Mais l'inverse est vrai aussi. Une nation qui ose nommer ses problèmes, juger ses propres généraux, auditer ses propres contrats et regarder ses dépendances en face, cette nation-là n'est pas en train de décliner. Elle est en train de grandir. Et c'est ce que vous avez fait cette semaine, en restant éveillé. Ma semaine en tant que journaliste principal se clôture aujourd'hui. D'ici là, gardez l'œil ouvert, partagez nos analyses sur notre chaîne YouTube et regardez le travail de Solange, la Constitution au banc des accusés. Et si les juges étaient aussi coupables, que Dieu garde la République démocratique du Congo et que votre conscience, à vous, veille sur elle mieux que personne d'autre ne le fera. C'était Nathalie pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.